Je vous recommande très sincèrement de lire ce livre génial de Baudrillard sur simulacre et simulation, qui est une explication de ce que nous vivons actuellement, qui est assez spectaculaire, qui a été écrit il y a 40 ans, et qui explique à un moment ce qu'est l'hyper-réalité, c'est-à-dire que, à la différence donc il y a eu un commentaire sur ce livre, mais c'est un livre extrêmement important. Et le chapitre sur l'hyper-réalité est très court, il fait 15 à 20 pages, qui explique qu'à un moment, le monde digital, il explique ça en 1978, c'est vraiment un truc extraordinaire, que le monde digital se déconnecte complètement de la réalité, n'est plus une amplification ou une déformation de la réalité, mais devient une réalité en soi, qui n'est plus connectée avec les réalités antérieures. Et ce qu'il appelle l'hyper-réalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que la réalité existe pour que ça existe. C'était très extraordinaire. C'est ça conceptuellement qui a inspiré le film Matrix. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a un monde digital et il y a un monde physico-chimique. Et c'est extrêmement intelligent, c'est simple à lire, à la différence. Souvent les gens sont un peu réticents à lire les postmodernes, mais lui est assez facile à lire. Il fait partie des gens qui sont assez faciles à lire. Et donc, il y a une vraie question dans la santé publique qui est, est-ce que finalement la science a une place dans la santé publique? C'est une vraie question. Ce n'est pas une question provocatrice, c'est une vraie question. Et en particulier, quelle est la part, je me rappelle, quand tu disais ça, tu vois, Boutin disait la santé publique, c'est 2 tiers de politique et 1 tiers de science. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'il y a des moments où il n'y a pas du tout de science. C'est juste de la politique. Et c'est une vraie question. Une vraie question, c'est jusqu'à quel point ça l'est. Bien entendu, moi, mon principe à moi, c'est de prêcher le contraire. Mon fils croyait m'insulter en traitant de sophiste. Je suis un vrai sophiste, c'est-à-dire je suis capable de défendre une idée et son contraire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réfléchit. Je suis prisonnier d'aucune querelle, d'aucune religion, d'aucun violence. Donc je m'autorise à penser. À son point d'accomplissement, le système devient incapable de se dépasser vers le haut. Ce qui prend la place du travail du négatif, c'est donc un processus catastrophique, car un processus de dissolution du système par lui-même. Bon, il y a un mot en allemand pour exprimer Aufhebung. Aufhebung, c'était le dépassement dialectique, et Aufhebung signifie aussi la dissolution, la liquidation. Alors c'est comme si le système était passé du premier sens de Aufhebung, c'est-à-dire du dépassement de soi-même, au deuxième sens, c'est-à-dire une dissolution de lui-même. Le système entre dans une stratégie fatale de développement et de croissance. Il ne peut empêcher son destin de s'accomplir et par là même d'être précipité à travers les mécanismes implacables de sa reproduction dans une sorte d'autodestruction. On pourrait dire qu'il se cannibalise lui-même. C'est ainsi que si la négativité se dissout au cœur du système, la puissance elle-même se saborde au terme de son accomplissement et qu'au travail du négatif succède un immense travail de deuil. Prenons, pour préciser un peu les choses, la notion de capital et de capitalisme. Dans sa définition historique, celui-ci, le capital, préside à la multiplication des échanges sous le signe de la valeur. Le marché obéit à la loi de la valeur et de l'équivalence. Et les crises du capital, traditionnellement, sont susceptibles d'être résolues par une régulation de la valeur. Mais rien de tout cela aujourd'hui avec les flux financiers et la spéculation internationale qui débordent de loin les lois du marché. Peut-on encore parler de capital quand on a affaire à une stratégie qui le pousse au-delà de ses limites, dans un vertige où il perd son essence même et se disperse dans une circulation effrénée qui met fin au concept même de l'échange. L'échange ayant perdu son principe rationnel, celui de la valeur, se fait intégral, tout comme la réalité, ayant perdu son principe de réalité, devient la réalité intégrale. C'est d'ailleurs sans doute la destination fatale du capital que d'aller au terme de l'échange vers une consommation totale de la réalité. Nous sommes en tout cas voués à cet échange généralisé, à cette frénésie de communication et d'information,
qui est la marque même de l'hégémonie. L'hégémonie est différente aussi du pouvoir, du simple pouvoir dans sa définition politique, car le politique lui-même, celui qui était lié à une histoire, à la forme de la représentation, a perdu son principe et l'illusion démocratique est totale. Non pas tellement par la violation des droits de l'homme ou la répression, que par la simulation des formes démocratiques. Tout le monde est pris au piège des signes du pouvoir et communie dans un fonctionnement truqué de la scène politique. Alors, pour résumer cette évolution, je dirais le passage de la domination à l'hégémonie est marqué par un triple saut périlleux, par un triple sacrifice. Le capital se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la valeur, le pouvoir se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la représentation, et le système tout entier se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la réalité. Tous les trois sautent en quelque sorte par-delà leur ombre. L'ombre du capital, c'est la valeur, l'ombre du pouvoir, c'est la représentation, l'ombre du système, c'est la réalité. Chacun passe au-delà de tout cela, dans un hyperespace qui n'est plus ni économique, ni politique, ni réel, mais qui est celui de la sphère hégémonique. Le capital est à la fois la réalisation intégrale de la valeur et sa liquidation. Le pouvoir donne sa forme achevée à la représentation, il ne représente plus que lui-même. Le système est la version intégrale du réel, en même temps que sa liquidation dans le virtuel. Telle est la forme hégémonique. À partir de là, le système ne fonctionne paradoxalement non plus à partir de la valeur, mais à partir de la liquidation de la valeur. Non plus par la représentation, mais à partir de la liquidation de la représentation. Non plus à partir de la réalité, mais à partir de la liquidation de la réalité. Le système joue la dérégulation dans tous les domaines. Dérégulation de la valeur dans la spéculation, dérégulation de la représentation, dans les diverses formes qu'on connaît bien de manipulation, de sondage, de réseaux parallèles, etc. Et la dérégulation de la réalité dans l'information, dans les médias et la réalité virtuelle. Donc, tout ce au nom de quoi s'est exercée la domination traditionnelle est résiliée, sacrifiée. La nouvelle stratégie est celle de l'autodafé des valeurs, de tout le système de valeurs, celle du reniement de ses propres principes. Et à partir de là, du coup, immunité totale. On ne peut plus faire échec au système au nom de ses propres principes, puisqu'il les a sacrifiés et abolis lui-même. Donc c'est la fin de la négativité critique et c'est le règne de l'hégémonie. Par contre, encore une fois, n'étant plus régulé par la représentation, ni par son propre concept, ni par l'image de lui-même, le système succombe à la tentation finale et il se précipite de lui-même, et quand je dis système, je dis puissance mondiale, puissance actuelle, et il se précipite de lui-même au-delà de sa fin, selon la baisse tendancielle inexorable du taux de réalité. De toutes ces formes d'auto-dénégation, la plus grave est en effet celle de la réalité. C'est cette immense entreprise de dissuasion de tout référentiel, de discrédit et de désinvestissement du réel, où s'enracine le principe même de l'hégémonie occidentale.